Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Avec Johan habituellement et Mika, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 8e épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Petit changement aujourd'hui, Johan n'est pas avec nous, il est légèrement souffrant et donc il nous a laissé animer ce podcast à tous les deux, Mika et moi. On va essayer de faire au mieux et de le remplacer dignement. Salut Mika, comment vas-tu ? Salut, écoute, ça va et toi, Eric? Ça va bien, ça va bien. On souhaite un prompt rétablissement à Johan et on espère le retrouver parmi nous très rapidement. Alors, je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait très plaisir et cela aiderait aussi le podcast à gagner en visibilité. Sans plus attendre, voici le sommaire de cet épisode. Alors, comme d'habitude, les news, la revue de l'actualité essentielle de la quinzaine. Aujourd'hui, on va parler d'interopérabilité entre les réseaux de charge et puis les clients, les voitures. Et puis, on va parler de la Renault Zoé et de son crash test un petit peu catastrophique au test Euro NCAP. Et puis, enfin, on parlera aussi de recharge et de publicité avec un nouveau modèle économique qui nous arrive des USA. Et alors, dans la rubrique Focus Essai, on va parler de mon essai de la Tesla Model Y, c'est-à-dire en fait, je ne vais pas vous faire un essai détaillé, mais je vous dirai un petit peu mes sensations et ce que j'en ai retenu en étant moi-même déjà utilisateur de Tesla, ce qui me permettra de comparer un petit peu et de vous donner quelques éléments. Et puis enfin, la question, une question en même temps technique et une question un peu de marché. On va parler plateforme. Qu'est-ce qu'une plateforme ? On parle beaucoup de plateformes en matière de voitures électriques. On va voir de quoi il retourne. Cet épisode est sponsorisé par MrEV.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEV.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEV.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mr-ev.com. Première actualité, l'interopérabilité. C'est pas facile à dire, mais voilà, ça recouvre une réalité aujourd'hui qui pose souvent en question. Ce qu'on ne sait pas, c'est que finalement, quand on utilise des bornes de recharge électrique, on râle un petit peu toujours sur le fait que elles sont pas toujours compatibles, qu'il faut plusieurs cartes, etc., que tout varie en fonction des opérateurs. Bref, la vie de l'électromobiliste n'est pas toujours très facile. Eh bien, il y a des lois qui encadrent ça, il y a des décrets. Et là, on a un décret qui a été publié il y a quelques jours, il y a une semaine, au journal officiel, qui prévoit des sanctions pour les opérateurs qui ne respectent pas les règles. Qu'est-ce que ça veut dire, Mika, exactement ? Alors, ce décret, il a été sorti donc début décembre, et en fait, il complète déjà un premier décret sur l'interopérabilité qui impose déjà en fait les opérateurs à donner accès finalement à leur réseau à toute entre guillemets opérateurs de mobilité, donc ChargeMap, Plugsurfing, etc., qui en feraient la demande. Donc c'est une couche supplémentaire ce décret qui lui prévoit des sanctions pour ceux qui ne respectent pas les règles, parce que juste là, on avait des obligations, mais si les obligations n'étaient pas respectées, il se passait rien du tout. Maintenant, ce décret, il dit OK. Si vous ne respectez pas les règles, vous allez avoir des sanctions administratives qui vont tomber. Donc, si il n'y a pas de paiement à l'acte, si vous refusez de donner accès à votre réseau, vous pouvez être soumis à une sanction administrative. Donc, il y a toute une liste. Et grosso modo, c'est 300 € par point de charge en cas de non-respect des règles. Donc, ça paraît pas beaucoup, mais si on considère un réseau avec des centaines de points de charge, l'amende peut être assez lourde. Et surtout, c'est une amende qui pourrait tomber tous les ans si les obligations ne sont pas respectées. Donc là, en fait, on sort un petit peu le bâton pour contraindre les opérateurs à se conformer à cette interopérabilité. D'accord. Et alors du coup, en fait, c'est pas nouveau, hein, puisque le premier décret, il date de 2017, je crois. Et simplement, comme tu le disais, la différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sanctions, alors que jusqu'à présent, il n'y en avait pas. Ce qui expliquait peut-être aussi un petit peu le grand bazar que représente souvent la recharge et les réseaux de recharge. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'idée et l'objectif, c'est de faciliter la vie des gens qui roulent en voiture électrique, de façon à ce que ils puissent recharger plus facilement et leur simplifier en fait la recharge, quel que soit le réseau ou la borne de recharge, quel que soit son propriétaire ou son opérateur. C'est ça ? C'est ça, l'interopérabilité, en fait, dit
Pour accéder à une borne de recharge, vous ne devez pas être contraint d'acheter le badge qui correspond à l'opérateur concerné. Donc, vous pouvez accéder à une borne de recharge en utilisant un badge d'un autre opérateur. Donc, c'est la fameuse interopérabilité, c'est l'itinérance, mais ça peut coûter un peu plus cher parce qu'il y aura des frais d'itinérance. En tout cas, voilà, ce décret sur l'interopérabilité qui date quand même de quelques années, donc qui dit que chaque opérateur doit être capable et doit accepter que d'autres opérateurs se connectent sur son réseau. Et aussi, il précise que tout opérateur doit aussi proposer ce qu'on appelle un paiement à l'acte. Donc, si vous n'avez pas de badge avec vous, pour voir sur une bande de recharge, payer soit avec votre carte bancaire, soit avec un QR code ou une application mobile. Donc vraiment, le décret de 2017, lui, déjà, il facilite et celui-ci, il le complète. Qu'est-ce que ça change concrètement? Parce que finalement, quand on est aujourd'hui en face d'une borne de recharge électrique, on a déjà, me semble-t-il, ces possibilités, c'est-à-dire soit de payer par carte bleue, soit avec un QR code, soit une application mobile. Est-ce que ça apporte réellement, une nouveauté? Est-ce que ça va, comment on va dire, faciliter et rendre la recharge plus facile, plus aisé, plus rapide, plus direct? Ou est-ce que finalement c'est juste, une couche un petit peu, de sanctions sur quelque chose qui existait déjà? Bah, disons que ça va faire surtout bouger les opérateurs qui jusqu'ici ne faisaient pas grand-chose. Parce que c'est vrai on parlait de paiement à l'acte. Moi, j'ai eu de l'expérience sur des bandes de recharge où j'avais pas fait attention, j'avais pas le bon badge, enfin que le badge n'était pas interopérable. Et je me suis rendu compte que finalement, le paiement à l'acte qui était pourtant promis ne marchait pas. Donc typiquement, ça va permettre aux services de l'État d'aller voir ces opérateurs qui n'ont pas encore fait les démarches pour faire de l'interopérabilité ou du paiement à l'acte, parce qu'il y en a encore, et de dire, écoutez, maintenant vous allez vous mettre en conformité, vous avez des délais, parce qu'il y a une phase de discussion en amont, alors je crois que c'est 6 mois ou 1 an, vous allez, vous allez vous mettre en conformité, et si c'est pas le cas, dans ce cas-là, effectivement, on va vous mettre des sanctions financières. Donc effectivement, ce décret, il va se mettre, c'est intéressant, ce qui prévoit les sanctions. Maintenant, il faut voir comment ça va se passer dans la réalité, si effectivement il y aura bien des contrôles des services de l'État avec les opérateurs concernés. Ouais. Alors la mise en vigueur du texte est prévue à compter du 1er juillet 2022, ce qui laisse en gros 6 mois aujourd'hui aux opérateurs pour se mettre en conformité. Et les premiers contrôles pourront débuter à partir de cette date, mais les sanctions administratives ne pourraient être prononcées qu'après une phase initiale de dialogue. Donc ça veut dire qu'en gros, on a encore une bonne année sans que ça change vraiment, puisque entre le temps de la mise en conformité et le temps des premiers contrôles, ça va nous conduire à début 2023 sans. C'est ça. Après, je pense que les opérateurs qui aujourd'hui sont pas dans les règles vont quand même commencer à anticiper dès maintenant et à se dire bon bah là il faut qu'on y soit parce que sinon ça va nous tomber dessus et malheureusement ça va arriver. C'est vrai que quand on voit la perspective quand même d'une sanction, hein, comme on le voit pour l'Europe avec les émissions de CO2, on voit que ça change quand même pas mal le comportement en amont. Donc j'ai bon espoir que ceux qui sont pas en conformité aujourd'hui commencent à le faire très rapidement. Alors pour finir sur le sujet, avant une ou 2 peut-être dernières questions, mais quand on dit opérateur, on parle de qui exactement? Bah, un opérateur, enfin, ce qu'ils appellent les aménageurs de bornes, c'est, bah, des gens qui exploitent les bornes de recharge finalement. Bah, ça peut être, Easivia, ça peut être des collectivités, qui ont donc, leur propre réseau, et qu'ils exploitent et qui sont censés ouvrir à d'autres opérateurs, comme ChargeMap, ou FreshMile pour que les utilisateurs de leur badge puissent y avoir accès. D'accord. Alors, quand on pense, réseau de recharge, évidemment, on pense à des géants aussi comme, Ionity, par exemple. Mais on pense aussi à Tesla. Donc, Tesla qui a promis, d'ouvrir prochainement, son réseau de bornes de recharge aux autres marques que Tesla. Donc, est-ce que ce cas particulier sera également, concerné? Ça veut dire que est-ce qu'on le sait d'abord ça? Est-ce que les sanctions ou en tout cas les contrôles vont concerner les superchargeurs Tesla et est-ce que Tesla va devoir se mettre aux mêmes normes, c'est-à-dire pouvoir accepter en plus de toutes les autres marques de voitures, accepter des charges, les cartes de recharge comme ChargeMap et cetera? Ou est-ce que ça restera un cas un peu particulier? Alors c'est une très bonne question. Alors, si on regarde le décret, il parle de points de charge publics et à partir du moment où Tesla décide d'ouvrir tous ses points de charge à tout le monde, ben, on est vraiment dans du domaine de la charge publique. Donc effectivement, je pense qu'il va devoir se conformer à cette réglementation-là. Alors je pense que ça va pas arranger ses affaires.
Mais en tout cas, théoriquement, il va devoir respecter cette règle d'interopérabilité et même si a priori le plan initial prévoyait d'utiliser que l'application Tesla pour accéder aux bornes, ils vont devoir proposer l'accès à d'autres opérateurs. Alors, d'accord, ça sera vraiment intéressant à suivre parce que Tesla pourrait arguer aussi du fait que en ouvrant son réseau, il active en fait, la fonctionnalité plug and charge via l'application et que de fait, c'est interopérable. Donc, ça va vraiment être intéressant à suivre parce que ça pourrait changer la donne. On imagine que Tesla sera peut-être pas ravi, de devoir en plus enfin, signer des contrats, transactionnels avec, toute une, myriade d'opérateurs, accepter plusieurs cartes et cetera et cetera. C'est peut-être quelque chose alors on imagine que Tesla, quand il a annoncé qu'il allait ouvrir son réseau, hem, était au courant de ce décret, donc il l'a probablement fait en connaissance de cause, enfin on l'espère, mais ça risque de peut-être, effectivement, grincer un peu et peut-être, malheureusement, on n'espère pas, mais retarder, l'ouverture du réseau Tesla à d'autres opérateurs, à d'autres marques, en tout cas. Ou retarder tout simplement l'ouverture des stations Tesla françaises, compte tenu de cette, problème d'interopérabilité aussi. Ouais, ouais, complètement. Très bien. Ben, on en saura plus, prochainement, mais en tout cas, c'est encore, un développement qui fait partie de notre, très cher alignement des planètes pour, une accélération, très concrète de, voilà, des déplacements en voiture électrique, tout simplement, et une simplification. Deuxième sujet, un sujet, délicat et un peu en forme de douche froide pour Renault. On a appris que, la Renault Zoé et la Dacia Spring avaient obtenu de très mauvais résultats aux derniers tests Euro NCAP. Alors les tests Euro NCAP, ce sont des tests qui visent à déterminer la sécurité, d'une voiture, sécurité active et sécurité passive et donc eh bien, Mika, tu vas nous en dire plus, mais en gros, la Dacia Spring et la Renault Zoé, ont presque eu un 0 pointé toutes les 2 à ce test et c'est un petit séisme, chez le constructeur français. Ah oui, ça c'est un sacré séisme chez le constructeur français parce que en fait, donc Euro NCAP, c'est un organisme indépendant, donc c'est pas un organisme qui est rattaché à un gouvernement ou quoi que ce soit, qui fait des tests, des crash tests régulièrement avec ses propres protocoles, hein. C'est pas des protocoles européens ni rien du tout, c'est ses protocoles à eux et donc ils ont publié les résultats d'une série de modèles il y a quelques jours avec, des notes catastrophiques pour Renault, donc parce que la Zoé, elle a 0 étoile, donc c'est vraiment la pire note et la Sur Dacia combien? Spring sur 5, 0 étoile sur D'accord. 5 et la Dacia Spring, bon, on s'attendait pas à un résultat faramineux pour, la Spring, elle a qu'une étoile sur 5. Donc ça a été c'est vraiment un séisme, nous, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à l'article qu'on a écrit. On a même Renault qui nous a appelé, moi à 8h30 du matin, j'avais Renault et Dacia qui m'ont appelé pour essayer de débunker le sujet, pour essayer d'apporter des éléments de langage parce qu'ils sentaient que ça allait leur tomber dessus. Hem, mais du coup, ça fait beaucoup réfléchir par rapport aux essais Euro NCAP parce qu'on finalement, on s'aperçoit de 2 choses, que bon, d'une part, la Zoé et la Spring au niveau de la protection, parce qu'il y a 4 critères qui sont évalués. Il y a protection des piétons, protégeant des passagers, des enfants et des aides à la conduite. Donc sur tout ce qui est protection, les 2 modèles n'excellent pas vraiment, hein, faut dire ce qui est par rapport aux autres modèles essayés et c'est surtout les aides à la conduite qui ont pénalisé fortement les 2 modèles parce qu'ils ont eu, je crois que c'est moins de 20 pour les 2 modèles, donc c'est des notes indépendantes et donc la Zoé, elle a notamment été pénalisée parce que 2 séries, elles n'intégraient pas le freinage automatique d'urgence et l'aide au maintien dans la voie. Donc c'est ce qui a expliqué le 0 étoile. Ouais, d'accord. Ce qui devient, finalement, on s'aperçoit que, l'aide au maintien dans la voie et le freinage d'urgence deviennent pratiquement de facto un standard, je dirais pas obligatoire, mais alors d'ailleurs on pourrait penser que ça le soit, mais en tout cas un standard incontournable aujourd'hui dans la sécurité automobile, quelle que soit la gamme de la voiture. Bah, c'est aux yeux d'Euro NCAP et là où en fait on peut ne pas être d'accord avec, la façon d'évaluer, c'est que déjà ce que disait Renault et Dacia, c'est que les 2 véhicules ont été homologués et que finalement l'aide au maintien dans la voie et l'assistance, le freinage automatique d'urgence ne sont pas des équipements aujourd'hui obligatoires, sur les standards européens et finalement la Zoé écope de 0 étoile à cause de ça. Dans sa version de série de base, en fait, dans la version de base, c'est pas alors que dans la version, si ça avait testé la version haut de gamme Intense qui a les 2 équipements, enfin, du moins le freinage automatique d'urgence, c'est sûr, elle aurait eu forcément, sans doute une meilleure note. Donc, ça a fait beaucoup parler cette histoire d'aide à la conduite et finalement, on se dit: «Est-ce que les aides à la conduite sont obligatoires?» Et en fait, il y a aussi un enjeu, par rapport à la voiture électrique et à cette, politique d'aller vers des voitures qui sont de moins en moins chères. C'est qu'on voit typiquement sur la Spring, on est obligé de faire quand même l'impasse sur des équipements,
d'avoir des équipements à minimum. Donc finalement, forcément, les tests Euro NCAP ne sont jamais fantastiques. Et on voit d'ailleurs sur les autres modèles de Dacia qui ont été testés en 2021, je crois qu'il y avait la Sandero et la Logan. Elles ont eu que 2 étoiles aussi. Donc on voit que les véhicules low cost, malheureusement, souvent sont très mal notés par l'organisme, parce que forcément, ils font l'impasse sur des équipements de sécurité qui sont maintenant des critères entre guillemets obligatoires aux yeux de Euro NCAP, encore une fois, et c'est pas un organisme certifié, quoi. C'est indépendant. EuroNCAP, c'est quoi en fait? C'est une société privée qui mène ses propres tests? C'est ça, c'est un organisme indépendant qui organise ses propres tests. Alors, des fois, c'est les voitures qui sont directement fournies par les constructeurs, et notamment, et par contre, pour le cas de la Zoé, typiquement, c'est eux qui ont acheté les voitures pour les détruire derrière, parce qu'en fait, il y a 3 voitures détruites par test, hein, parce qu'il y a un test, je crois qu'il y a 3 collisions, il y a des collisions frontales sur le côté, et je crois qu'il y en a une troisième, je sais plus laquelle, mais voilà, ils détruisent 3 voitures, et après ils évaluent avec des systèmes de mannequins les critères de sécurité. Et ce qui est important à dire, c'est que ce sont des tests qui évoluent tous les 2 ans. En fait, tous les 2 ans, ils revoient les protocoles d'essai, et ce qui explique pourquoi la Zoé première génération, en 2013, elle avait eu 5 étoiles, et là, la nouvelle génération, donc censée être un peu mieux quand même, elle a 0 étoile. Donc c'est pas pour autant des voitures dangereuses. Ouais, c'est ça qu'il faut bien comprendre et décrypter effectivement. Donc on comprend effectivement l'émotion, chez Renault. Cela dit, est-ce que c'est pas aussi, finalement le signe que la Zoé commence à être une voiture un petit peu vieillissante? Sans vouloir dire dépassée, parce que ça reste apparemment une excellente voiture dont les propriétaires sont très, très contents. C'est une excellente voiture électrique, mais est-ce qu'elle commence pas à dater un petit peu en termes justement d'équipement, et justement d'équipement de sécurité? Ouais, je pense que la plateforme et la structure n'ont peut-être pas suffisamment évolué par rapport à 2013, à la première génération, parce qu'on voit que finalement la Zoé n'a pas beaucoup changé, hein, en près de, enfin, 7 ans d'existence, plus de 7 ans d'existence. Voilà, et puis on voit d'un autre côté quand même que les tests Euro NCAP ne sont pas non plus inaccessibles, parce qu'il y a d'autres voitures. Il y a la Fiat 500 qui a été testée en même temps, et je crois qu'elle a eu 4 étoiles sur 5, et il y a aussi le MG Marvel R qui a eu aussi 4 étoiles. Donc on a quand même des tests qui sont accessibles, et ils détruisent pas tous les modèles, hein, chez Euro NCAP. Il y a régulièrement des modèles qui ont certes 4 ou 5 étoiles. Mais c'est sûr que c'est plus facile à atteindre les 5 étoiles pour des voitures premium qui sont bien équipées dès le départ, que des voitures d'entrée de gamme où forcément les constructeurs font l'impasse sur des équipements pour tenir un prix accessible. Bien sûr. Alors Euro NCAP, comme son nom l'indique, je suppose que c'est un organisme, à vocation européenne, qui a en tout cas vocation à tester les voitures qui sont disponibles en vente sur le marché européen. Alors c'est une petite question hors sujet, hein, Mika, c'est pas, je sais pas, tu n'as peut-être pas du tout la réponse, mais d'où ils tirent leurs subsides? Parce que casser des voitures régulièrement, il faut des gros moyens quand même. Et quel est le modèle économique d'Euro NCAP? Le modèle économique, alors j'avoue que je suis pas allé dans les détails de ce genre de fonctionnement. Après, je sais qu'il il y a des constructeurs quand même qui leur fournissent les voitures. Il me semble que ça avait été quand même le cas pour Dacia. Après, comme j'ai dit, je crois que la Zoé, ils ont acheté directement les voitures. Donc effectivement, 3 Zoé à détruire, donc pour le coup, neuves, même si d'entrée de gamme, ça fait un petit investissement, ouais. Mmh, d'accord. Très bien, donc bah, voilà, bad buzz pour Renault, en espérant on espère qu'ils rebondiront. Ça me fait penser aussi, aux petites réflexions, taillées un peu à la serpe de Carlos Ghosn sur l'électrification du groupe Nissan. Donc petite, zone de turbulence en ce moment pour le groupe. Mais bon, on leur fait confiance. Là, il y a quand même des produits sympas qui arrivent, notamment c'est quoi? C'est la Mégane La électrique, Mégane là, électrique, hein. ouais. Mmh. D'ailleurs, un petit aparté, il faut savoir que Renault va quand même changer sa Zoé, hein. Ils vont mettre le freinage automatique d'urgence de série à partir de mars 2022, hein. Donc, toutes les voitures commandées, je crois, à partir de mars prochain, vont être équipées du freinage automatique d'urgence. D'accord, bah, très bonne nouvelle pour les futurs propriétaires de Zoé. Dernier sujet sur l'actualité. Alors ça, voilà, ça concerne encore et comme souvent, la recharge, les réseaux de recharge et la facilitation de la conduite en voiture électrique. Mais là, c'est enfin, c'est une approche un peu originale, puisque il s'agit de Volta. C'est un réseau, un opérateur, qui vient des États-Unis et qui arrive en Europe avec un modèle, original, puisqu'il s'agit de proposer des bornes de recharge, avec une recharge gratuite en échange de publicité. Alors comment ça fonctionne?
Alors le fonctionnement, alors Volta, c'est une société qui est pas du tout récente, puisque nous, on avait fait déjà un article sur la boîte en 2016 ou 2017 sur Automobile Propre. Donc le fonctionnement, il est simple, c'est qu'en fait, au lieu d'avoir des bornes qui sont très compactes, ils ont fait des grands pavés numériques avec un grand écran où il y a la borne qui est intégrée dedans. Et en fait, ils proposent de l'affichage publicitaire pour financer la borne. Alors, est-ce que la charge est gratuite ou est-ce qu'elle est intégralement financée par la publicité? Je pense que ça dépend des modèles économiques. Mais en tout cas, l'approche est intéressante. Et en fait, ils s'inscrivent un peu dans cette nouvelle vague d'opérateurs qui débarquent pour équiper, parce que l'objectif, c'est d'équiper les parkings des supermarchés, des centres commerciaux. Ça fait partie de cette nouvelle vague. Alors en fait, on peut se poser la question, de l'adéquation de cette, offre avec, le comportement des usagers puisque et les usages puisque généralement, il me semble que quand on met sa voiture, électrique en recharge, c'est qu'on va faire autre chose pendant ce temps-là. On reste pas, planté devant la borne comme on peut le faire avec une voiture à essence, où là, le temps de recharger, ben, on tient le robinet, le pistolet de la pompe à essence et puis effectivement, on est captif. Ce qu'adorent les marketeurs, d'avoir quelqu'un qui est captif et c'est ce qui explique qu'on a vu fleurir ces dernières années, énormément d'écrans sur les stations-service. Mais là, le cas d'usage est complètement différent puisque généralement, on arrive, on sort de sa voiture, on branche sa voiture et puis on va faire autre chose. C'est-à-dire que soit on va boire un café, soit on va faire des courses, selon la puissance de recharge et le besoin en recharge. Donc, on fait tout sauf rester devant la borne, planté à regarder un écran. Donc, ça, c'est la première question. Et alors, je me dis, finalement, ils ont peut-être trouvé un moyen assez rusé d'implanter des écrans publicitaires sur la voie publique pour capter une autre clientèle que celle des gens qui rechargent. C'est-à-dire tout simplement les passants. Bah, je pense qu'effectivement, pour que ça fonctionne, en fait, il faut que les bornes soient bien placées, en fait. Donc typiquement, si on prend le cas d'un centre commercial, il ne faudra pas mettre les bornes au fin fond du parking, mais bien sur un lieu de passage, où les gens pourront voir la publicité. Sinon, effectivement, ils auront du mal à vendre à séduire des annonceurs. Voilà, donc ça implique quand même que le «partenaire» entre guillemets fasse l'effort de placer les bornes au bon endroit, pour que les écrans soient visibles. Et par contre, la contrepartie, c'est que si les bornes sont bien placées ou trop bien placées, il y a quand même plus de chances d'avoir des voitures ventouses dessus, pour l'utilisateur. Ah oui, oui, c'est vrai que si elles sont très bien placées et qu'en plus c'est, gratuit, il va falloir, trouver un moyen de faire dégager ceux qui ont fini leur recharge, quoi. C'est toujours la même question. Mais effectivement, je pense que leur idée, leur fonctionnement est pertinent, mais, il dépend effectivement beaucoup de l'emplacement. Donc un peu comme quand on ouvre une boutique, là, il va falloir pour le coup chercher, non pas comme Tesla, ou Ionity, des emplacements un peu cachés, peu importe, mais là, comme on dit en commerce, des emplacements numéro 1, c'est-à-dire, des endroits où, comme quand on ouvre une boutique, on est très tributaire du passage, en fait. En tout cas, c'est intéressant. Alors, ils vont ouvrir en France, hein, dans plusieurs. Alors, ils vont investir la France. Ils ouvrent des bureaux à Berlin et à Paris, et puis ils vont viser la France, l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour notre pays et pour les pays environnants. Et puis, donc, des déploiements sont prévus déjà dès 2022 à Marseille, Biarritz et Annecy, hein. Ouais, on n'a pas encore le nom des partenaires chez qui ils vont déployer, donc je pense qu'on aura l'information en début d'année prochaine. Ils visent de toute façon, je crois, plutôt les implantations sur des centres commerciaux, des parkings de supermarchés, des restaurants, et cetera. Très bien, bah, c'est super intéressant. J'aime beaucoup cette idée. Je suis curieux de voir comment ça va fonctionner. Alors dernier sujet, ben alors là on fait plutôt un focus en fait, focus essai donc comme je vous le disais au début. Bah, je vais vous parler de mon expérience personnelle, tout simplement, hein, en quelques mots. Ce n'est pas un essai, officiellement très structuré, mais simplement, Tesla m'a proposé, le temps d'un samedi de me prêter une, Model Y, sur la région lyonnaise là, donc j'ai pu rouler un petit peu avec, j'ai fait de la ville, du périurbain et un petit peu d'autoroute. Et voilà, j'ai pu connaître un petit peu mieux la voiture. Alors je précise, pour que ce soit clair et transparent, que je roule moi-même en Tesla, en modèle 3 Performance, depuis 2 ans et demi. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Donc tout ça pour vous dire que ça m'a permis de comparer un petit peu et le modèle qui m'a été prêté là pendant une journée, pendant laquelle j'ai fait à peu près 150 kilomètres, c'était donc une Tesla Model Y, le seul modèle disponible, en France actuellement puisque le prêt a eu lieu il y a quelques semaines. Donc c'était la Tesla Model Y, Long Range, grande autonomie qui,
malgré son nom, a moins d'autonomie que la Tesla Model 3 parce qu'elle est un petit peu plus lourde et un petit peu moins profilée. Donc on est, je crois, sur un peu plus de 500, 510 ou 507 km exactement selon les normes WLTP fournies par Tesla. Et j'avais un modèle avec les options. Alors chez Tesla, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'options, donc j'avais le FSD, c'est-à-dire le full autopilot. Et puis je devais avoir, je crois, l'option des jantes aéro 20 pouces, donc une voiture dans une livrée assez esthétique en gris foncé métallisé. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà au niveau de la conduite, alors c'est amusant parce que c'est une voiture qui est fabriquée un peu sur la base de la Model 3. C'est une Model 3 qu'on aurait un petit peu gonflée parce qu'elle est un peu plus haute, un tout petit peu plus large. Je crois qu'elle fait la même longueur en revanche. Donc on est assis un petit peu plus haut, on est assis dans une posture un peu plus SUV. Alors moi, j'irais pas jusqu'à dire que c'est réellement un SUV, c'est une voiture un petit peu, c'est un compromis entre la berline, le break, le SUV. Je dirais que c'est un petit peu du crossover. Et puis une voiture confortable dans laquelle on accède facilement, plus facilement que dans la Model 3, notamment la performance qui est quand même relativement basse et ramassée. Et puis une voiture qui malgré tout se conduit avec des qualités dynamiques qui m'ont surprise parce que c'est une voiture qui vire à plat, qui est évidemment nerveuse puisque on connaît le savoir-faire de Tesla en matière de motorisation électrique. Donc je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est au moins sur 450 chevaux. Et voilà, on est en même temps sur une berline familiale ou sur un crossover familial, et en même temps on a les performances qui correspondent à celles de celles d'une Porsche 911. Donc on est quand même sur une voiture qui pousse très fort. La différence par rapport à la performance, juste en termes d'accélération, on sent bien que c'est surtout sur les premiers mètres. On n'a pas entre guillemets, passez-moi l'expression, ce coup de pied aux fesses qu'on a avec la Model 3. C'est plus progressif, mais au-delà d'une certaine vitesse, je crois qu'il n'y a plus une très très grosse différence, notamment dans les reprises. En termes de consommation, je crois qu'on est assez raisonnable. On était un petit peu plus que sur la Model 3. Alors très honnêtement, j'ai pas regardé parce que l'essai a été assez court mais on était aux alentours de 18 kWh par 100 km sur les trajets que j'ai faits. Alors un petit peu d'autoroute, un petit peu de périurbain, un petit peu d'urbain. 18-19. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors il y a quelques nouveautés par rapport à la Model 3, surtout le modèle, la version 2019 qui est la mienne. D'abord, le double vitrage sur les vitres avant qui rend la voiture effectivement plus silencieuse, notamment au niveau des bruits de roulement. La voiture est mieux isolée, donc on a moins de bruit de roulement. Cela s'explique aussi par le fait que ce sont des pneus qui sont moins taille basse et moins larges que sur la Model 3 Performance. Donc moins de bruit de roulement, ce qui rend la voiture plus silencieuse au-delà de 80 km/h. En revanche, puisque la voiture est moins aérodynamique, on a davantage de bruit aérodynamique, justement de bruit de vent, de bruit de frottement de l'air sur la voiture. Et ce qui m'a surpris aussi, je l'ai essayé un jour où il y avait pas mal de vent, un petit peu tempétueux sur la région lyonnaise. Et ce qui m'a surpris aussi et ce qui m'a mis en perspective les qualités de la Model 3, c'est que la Model Y est beaucoup plus sensible au vent et notamment aux vents latéraux. Et sur l'autoroute, à 120, 130, avec du vent un peu latéral, il fallait la tenir. Il fallait bien la tenir. Il y avait une espèce de petit pas de jeu, mais une espèce de mouvement de balancier dans la direction qui rendait la conduite pas désagréable, mais il fallait être un petit peu plus attentif. Alors que la Model 3, dans les mêmes conditions, est un véritable rail. Elle est très très peu sensible aux vents latéraux. Et elle a aussi, la Model 3, moins de bruit aérodynamique. Donc ça, c'était un peu la différence. Après, en termes d'intérieur, c'est rigoureusement la même chose, si ce n'est que la voiture a évolué, mais la Model 3 aussi a évolué en 2 ans, donc c'est le même intérieur. Les petites différences, c'est effectivement un coffre plus grand, et puis bien non plus un coffre mâle arrière, mais un haillon arrière qui s'ouvre automatiquement avec la télécommande, avec un bouton ou la télécommande, donc ou l'application, on va dire. Donc voilà, c'est à peu près mes impressions. Donc une voiture très agréable à vivre, spacieuse, presque un peu plus grosse que je ne l'imaginais sur les photos. C'est-à-dire que quand on la voit rouler, elle en impose. Quand vous êtes à 30 mètres derrière, vous avez presque du mal à la distinguer avec une Model X. Donc c'est une voiture quand même assez imposante.
mais qui reste assez compact en termes d'empattement et de longueur. Donc voilà, pensez, si vous êtes intéressé par cette voiture et que vous connaissez la Model 3, c'est une Model 3 un petit peu plus volumineuse, mais on retrouve vraiment tous les codes de la Model 3 sur une voiture qui a été un petit peu notamment rehaussée. Voilà pour mes impressions autour de la Tesla Model Y. Et puis le dernier sujet, alors c'est un sujet un petit peu technique aussi, mais un sujet de marché, c'est le sujet des plateformes. Alors pourquoi on a voulu vous parler de ça? C'est parce que en fait, on a remarqué que, avec l'émergence et l'avènement de la voiture électrique, on parle beaucoup plus souvent de plateforme. Moi, c'est un mot que j'entendais, souvent de la bouche de professionnels de l'automobile à l'époque du thermique, mais qui n'intéressait personne et qui était un sujet éminemment, technique, technologique et professionnel. Et on parlait jamais de plateforme ou très, très rarement de plateforme, auprès du grand public. Dans les articles, qui concernaient les essais et les actualités, les informations sur les voitures, à destination, du grand public, on parlait pas de plateforme. J'ai trouvé que ça avait complètement changé avec la voiture électrique et aujourd'hui, on parle beaucoup de plateforme. Il est question de plateforme à chaque fois et du coup, on s'est dit: «Ben, qu'est-ce que c'est une plateforme?» Et on va essayer d'un petit peu, en quelques mots, faire voilà, une petite mise à jour et vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Et puis lister un peu justement, en exemple, les principales plateformes du marché. Alors, Mika, est-ce que je te donne la parole sur ce qu'est une plateforme ou est-ce que tu veux que je le fasse? Écoute, vas-y, continue sur ta lancée, hein. Alors la plateforme, en fait, c'est la structure de base de la voiture. C'est-à-dire que c'est, une structure qui est composée, du châssis, généralement. Donc une structure rigide, qui contient, tous les éléments qu'on va fixer sur celui-ci et puis, certaines pièces non visibles. Mais donc c'est vraiment le châssis, le frame, c'est-à-dire, la pièce maîtresse centrale sur laquelle va être développée, autour de laquelle va être développée et construite la voiture. C'est-à-dire que sur ce châssis, on va mettre, l'aménagement intérieur, le tableau de bord et puis la carrosserie. Donc c'est vraiment la pièce maîtresse de la voiture parce que c'est celle qui, sur laquelle sont fixés les autres éléments d'une part et d'autre part, c'est celle aussi qui, va notamment, fixer les caractéristiques routières de la voiture, ses qualités routières et cetera et cetera. Donc en fait, ce que font les constructeurs, c'est qu'aujourd'hui, dans un souci d'économie, d'échelle, d'économie de conception, ils conçoivent une plateforme qui va servir à, développer et à construire et à fabriquer autour de cette plateforme plusieurs modèles et ce qui est surtout intéressant, c'est que ce sont, des modèles d'un même segment mais, dans différentes marques. Parce que généralement aujourd'hui les constructeurs automobiles sont des groupes qui détiennent plusieurs marques et en fait on va retrouver, des voitures qui vont être construites sur, la même plateforme, mais qui sont des voitures de marques différentes. Alors quelques exemples, par exemple, puisqu'on a eu cette semaine sur Automobile Propre, l'essai, de la Cupra Born électrique, eh bien, la Cupra Born d'ailleurs avec un titre, tout à fait, pertinent puisque le titre de l'essai c'était, «Essai de la Cupra Born, la meilleure des ID.3». Bah, voilà, ça vous explique ce que c'est qu'une plateforme. C'est le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est que, eh bien, la Cupra Born est construite sur la même plateforme que la Volkswagen, ID.3. Donc ce sont 2 voitures électriques. Si vous les regardez bien, elles se ressemblent, mais elles ont quand même chacune, leurs caractéristiques, esthétiques et puis, bien un intérieur qui est différent, un style qui est différent, mais on retrouve quand même un air de famille. Pourquoi? Parce que ces 2 voitures sont fabriquées sur la plateforme MEB, de Volkswagen, qui prévoit 27 modèles, de marque Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, dans les années qui viennent, donc en voiture électrique et puis comme ça, on peut en lister plein d'autres. Alors si tu me le permets, Mika, je vais juste continuer pour citer un petit peu les plateformes, on pourra en parler, mais par exemple, on a, PPE, qui est la plateforme Audi et Porsche. Alors pour vous donner des exemples concrets, c'est pareil, sur cette plateforme a été bâtie la Porsche Taycan et l'Audi e-tron GT qui sont les 2 sorts du groupe, les 2 sorts haute performance et haut de gamme du groupe qui se ressemblent effectivement, un peu, qui ont un air de famille et puis, bien sur cette plateforme qui deviendra SSP en 2025, on aura bientôt, prochainement, les 2 prochains modèles qui sortiront en 2022 et 2023
sur cette plateforme, bah, c'est la Porsche Macan EV, donc la Macan électrique, et puis l'Audi Q6 e-tron, qui sera la version Audi de la même plateforme en fait. Puis après, on a d'autres plateformes. On a eGMP pour Hyundai, Kia et Genesis. Un exemple encore chez eGMP, sur cette plateforme ont été construites la Hyundai Ioniq 5 et puis la Kia EV6, donc qui sont deux voitures assez volumineuses, 100% électriques aussi. Et puis après, chez les autres constructeurs, dans les plus connus, on a la plateforme CMF EV de Renault, Nissan, Mitsubishi. ICMP chez Peugeot. Alors là, c'est une plateforme modulaire, ça veut dire que c'est une plateforme qui est adaptative en fonction de différents modèles, c'est-à-dire que ce ne sont pas des modèles de même taille qui vont être construits, mais on peut construire des modèles de différentes gammes sur la même plateforme. Et puis, ça peut être aussi une plateforme qui regroupe des voitures thermiques, des voitures hybrides et des voitures électriques. Alors, et puis finalement, le groupe Stellantis, auquel appartient Peugeot, a fait aussi le choix de la plateforme 100% électrique avec une nouvelle plateforme qui a été dévoilée il y a peu de temps, qui s'appelle la plateforme STLA, qui va être déclinée en quatre versions et qui va concerner les voitures du groupe Stellantis, c'est-à-dire une bonne dizaine de marques, même si toutes ces marques ne seront pas électrifiées tout de suite. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la plateforme de Mercedes, donc la plateforme EVA, donc avec le QS et le QE actuellement, et puis qui deviendra la plateforme MB-IA, qui sera destinée aux voitures électriques de taille moyenne à grande, et puis la plateforme AMG, si ça vous parle, IA, qui sera réservée aux voitures électriques de sport signées Mercedes AMG. Voilà pour la partie un petit peu didactique sur les plateformes. Et je sais pas, voilà, c'est une question comme ça, Mickaël. Pourquoi on parle plus de plateformes à l'ère de l'électrique qu'on n'en parlait jamais à l'ère du thermique ? Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi ça intéresse les gens d'un coup ? C'est vrai que les plateformes ont toujours existé du temps du thermique, ça. Mais je pense qu'elles ont d'autant plus d'importance à l'heure de l'électrique où on a un enjeu, c'est de faire baisser les coûts. Et pour faire baisser les coûts, il faut mutualiser les outils et on va mutualiser ces fameuses plateformes qu'on va pouvoir utiliser sur un grand nombre de modèles. On peut pas faire du spécifique à chaque voiture, sinon c'est trop compliqué. Donc effectivement, ces plateformes, faut qu'elles soient donc déjà adaptables à plusieurs types de véhicules et elles peuvent surtout accueillir différentes configurations batterie, différentes configurations moteurs, en traction, en propulsion, en transmission intégrale. Et aujourd'hui, ces plateformes, c'est un enjeu clé. Donc pendant longtemps, les constructeurs ont travaillé sur des plateformes adaptées du thermique vers l'électrique, à l'époque où il n'y avait pas suffisamment de volume pour justifier des plateformes dédiées. Mais maintenant, ça y est, on est vers cette ère des plateformes dédiées et qui permettent finalement aux constructeurs de pouvoir concevoir un peu les voitures électriques comme ils l'entendent et de pas être contraints. On donnait l'exemple de ICMP avec PSA, enfin Stellantis maintenant, qui devait finalement faire des compromis pour avoir une plateforme qui puisse avoir de l'électrique, du thermique, et c'était parfois un peu compliqué. Donc maintenant, avec les plateformes électriques dédiées, on conçoit la voiture autour de la batterie, du moteur et de tous les composants, les organes électriques. Et finalement, c'est comme ça qu'on arrive sur une plateforme comme chez Renault avec CMF EV, où on a une Mégane une Mégane électrique qui est plus petite que la Mégane thermique, mais qui offre une habitabilité identique, si ce n'est supérieure. Donc l'enjeu des plateformes, il est énorme en fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et est-ce que ça veut dire que les plateformes et l'électrique, est-ce que c'est le signe qu'on va vers une plus grande standardisation de l'automobile ? Est-ce qu'on avait le même effet alors ça existait, hein, on l'a dit, mais est-ce qu'on avait le même effet de modèle presque sœur à l'époque du thermique ? Est-ce par exemple là aujourd'hui, effectivement, entre une ID.3 et une Cupra Born, on a vraiment l'impression d'avoir presque la même voiture. Entre une Taycan et une Audi e-tron GT, chacune a évidemment sa personnalité, heureusement, mais si on regarde la ligne de fuite à partir de la ceinture de caisse, on a pratiquement la même voiture. Donc et puis les mêmes caractéristiques, pratiquement les mêmes. Alors la Porsche est un peu plus puissante parce que Porsche est la marque la plus sportive dans le groupe, donc ils ont maintenu une espèce de hiérarchie. Mais est-ce que la plateforme, cette émergence de la notoriété des plateformes nous dit finalement que les voitures vont être de plus en plus standardisées ? Ouais, je pense qu'il n'y a pas trop le choix parce que il y a toutes les questions de coût finalement et pour arriver à baisser le coût des voitures électriques, il faut arriver à faire du standard partout. Alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que des fois j'ai un autre essayeur qui avait fait l'essai de la Cupra Born et qui me disait mais finalement c'est une ID.3, il y a 3 changements mais c'est pas
c'est pas fou, quoi. C'est les mêmes voitures, enfin, à part le design qui change un petit peu, mais c'est vrai qu'au final, on va avoir des voitures de plus en plus similaires. C'est un petit peu dommage pour l'usager, mais en même temps, on sent que les constructeurs, ils ont pas trop le choix que d'aller vers ces standards pour arriver à produire massivement et à faire baisser les prix. Parce que l'enjeu, il est là, c'est d'arriver à faire baisser les prix, arriver à des produits qui soient financièrement abordables, compte tenu en plus des obligations que nous, on va avoir en Europe, qui imposent de pouvoir acheter des voitures électriques, à bas coût, aussi bien en France, qu'en Roumanie, et cetera. Donc ça, c'est quand même des contraintes, et c'est ce qui explique sans doute cet enjeu de standardisation, chez tous les constructeurs, et donc y compris des constructeurs qui achètent des plateformes d'ailleurs chez d'autres marques parce qu'ils en ont pas. Oui, oui, oui. Alors c'est effectivement, peut-être le signe, d'une standardisation, un petit peu plus, évidente, à l'heure de la voiture électrique. C'est aussi le signe peut-être qu'au sens propre du terme, au sens presque étymologique du terme, plateforme égale, en voiture électrique, un châssis, comme on dit, skateboard avec, 4 roues aux extrémités et puis, une plaque dans laquelle on met les batteries. Donc ça devient vraiment un standard, alors avec un moteur soit à l'avant, soit à l'arrière, soit à l'avant et à l'arrière. Et avec d'ailleurs, on en avait eu l'occasion de parler, mais le retour pour certains bienheureux de la propulsion, avec pas mal de voitures aujourd'hui électriques qui sont à nouveau des propulsions, alors qu'elles sont sur des marques qui ont historiquement faisaient des voitures plutôt traction ou 4 roues motrices, comme Audi par exemple ou Volkswagen. Donc plateforme, c'est presque devenu synonyme de châssis de voiture électrique sur laquelle on met une carrosserie différente. C'est un peu comme ça que je l'entends. Ouais, ça fait un peu puzzle. C'est ça, ouais, exactement. Très bien, eh ben, je crois qu'on a fait un peu le tour de cette actualité très foisonnante. On n'a évidemment pas abordé tous les sujets. On a fait un choix qui nous est à chaque fois un peu personnel, même si on essaye de prendre les sujets qui vous intéresseront le plus, en tout cas on l'espère. C'est terminé pour aujourd'hui. L'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. À bientôt, salut.